Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Comment réinventer le masculin après MeToo? Invité de la grande table des idées aujourd'hui à partir de 12h55, Yvan Jablonka qui publie en cette rentrée Des hommes justes et c'est au seuil, un manifeste politique tel qu'il l'entend, où l'historien appelle à repenser des deux côtés l'égalité entre les genres, sans guerre des sexes et surtout à révolutionner le masculin. Il nous en dira plus donc dans une petite heure. Le masculin et le féminin, c'est un thème et une différence qui a aussi travaillé ses romans et son écriture. Aujourd'hui, c'est surtout de la crise des migrants qu'elle vient nous parler. Crise au cœur de son nouveau roman, La mer à l'envers, qui paraît chez POL. L'auteur de Truisme ou encore de Il faut beaucoup aimer les hommes est notre invitée jusqu'à 12h30. Elle s'appelle Marie Darrieussecq et on est ensemble à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. En croisière avec ses enfants sur un de ces immenses bateaux qui parcourent la Méditerranée, Rose va aider à secourir une embarcation de migrants. Parmi les échoués, là, elle croise le regard de Younes. Il est très jeune, des cheveux mouillés, en boucle, tel que vous le décrivez, un grand front un peu cabossé. Il ressemble à son fils. Elle lui donne un téléphone, établissant dans un geste assez simple, humain, gratuit, le point de contact qui va changer leur de vie. Bonjour Marie Darrieussecq. Bonjour Olivia. La crise des migrants fait régulièrement la une de l'actualité depuis 2015. Récemment encore, les Européens se sont divisés avant de décider qui allait accueillir les passagers de l'Océan Viking. Hier encore, une embarcation à la dérive a été secourue par un ferry français qui reliait Alger à Marseille. Mais comment s'emparer, quand on est écrivaine, romancière, d'un sujet aussi brûlant et en faire roman? D'abord, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est là depuis très longtemps maintenant et qui insiste. Et tout le monde écrit sur les migrants et c'est normal parce qu'on est très inquiet, très touché par ça. On est traversé de sentiments contradictoires et surtout, on ne sait pas les nommer. On dit migrants, mais quand vous allez à Calais auprès des associations, les gens qui essaient d'aider les migrants récusent ce mot. Ils les appellent souvent des exilés. Ou il y a d'autres mots, des demandeurs d'asile, si c'est le cas, des réfugiés, s'ils ont fui la guerre. Mais les réfugiés sont aussi économiques, etc. Donc on ne sait pas les nommer. Et tout à l'heure, on parlait du féminicide. Quand il y a un mot comme ça, un concept, tout à coup, le monde est plus clair. On comprend de quoi il s'agit. Pour l'instant, on n'a pas réussi à nommer ce qui se passe, ce qui nous arrive, ce qui leur arrive. On parle de crise, on parle de crise quand même. C'est pas une crise, c'est l'état du monde. C'est comme actuel. ça qu'on l'appelle. Donc les mots ne fonctionnent pas, les mots ripent sur le réel, et ça, c'est la grande affaire de la littérature, c'est ce qu'elle doit faire. Donc il n'y a pas le choix. Mais ça m'a beaucoup assommé cette histoire. D'une certaine façon, j'avais pas envie d'écrire ce livre, mais j'avais pas le choix. Et ça m'a pris beaucoup de temps. C'était un roman qui m'a donné beaucoup de mal. Il y avait des problèmes éthiques et esthétiques qui sont évidemment indissociables quand on écrit. Je n'arrivais pas à incarner le migrant. Mais c'est parce que le monde refuse qu'on l'incarne aussi. Enfin, l'écrivain, c'est un symptôme. Enfin, ce qu'on écrit, c'est un symptôme de ce qui se passe. Donc dès que je devais incarner ce jeune homme, je n'y arrivais pas. Enfin, j'ai plusieurs états du texte. J'ai des fichiers qui sont maintenant anciens. Enfin bon. Et puis tout à coup, il y a ce prénom, là, Younes, qui m'a aidée, parce que j'étais au Festival d'Avignon, là, c'était assez formidable tout ce qu'on a vu, mais donc Olivier Py avait donné comme mot de direction, disons, Ulysse. Ulysse pour incarner le migrant. Mais ça ne marche pas. J'ai vu des spectacles super, hein, mais ça ne marche pas. Ulysse, c'est un gagnant de la guerre. Ulysse, il a gagné la guerre. Moi, j'ai rencontré aucun migrant qui avait gagné la guerre. En général, il l'avait fui. C'est pas non plus exactement des victimes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des héros. Enfin, j'en ai rencontré des échoués, comme on dit, au Niger en particulier, mais j'ai rencontré des gens qui étaient à Calais, c'est-à-dire il leur restait 34 kilomètres pour aller en Angleterre, quoi. Donc c'était des héros, mais c'était pas Ulysse. Et Younes, c'est Jonas. Et ce retour au mythe, enfin, on écrit avec le monde tel qu'il est, et aussi avec tout ce qui a été écrit, pensé, rêvé avant. La baleine. Le ventre de la baleine et être recraché sur le rivage, vivant ou à demi-mort. Ça m'a porté, ça. Et
là, j'ai pu écrire le roman. Enfin, et je vous passe le reste des difficultés. Il y en a une autre, c'est d'écrire aussi pour se donner bonne conscience. C'est d'écrire avec tous ces stéréotypes ou ce qu'on pense être une facilité des bonnes consciences de gauche pour dire il faut les aider, il faut tendre la main, il faut être bienveillant, il faut se tourner vers l'autre. C'est ça qui est intéressant dans ce roman, c'est que votre narratrice, elle n'est pas politiquement correcte. Elle juge d'abord beaucoup les autres, parfois à l'emporte-pièce. C'est le cas de ces provinciaux qui n'ont aucune excuse selon elle. Leurs maisons sont grandes, ils devraient pouvoir accueillir chacun au moins un migrant. Elle va aussi chercher un moment Younes à Calais. Et là, elle craint qu'il soit plusieurs à vouloir repartir dans sa voiture avec elle. Elle n'a pas du tout envie de ça. C'est-à-dire qu'elle veut bien faire un geste, mais pas trop non plus. Elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle se sent aussi parfois, comme vous l'écrivez, comme une vieille blanche qui aurait fantasmé sur un jeune noir. Elle se pose beaucoup de questions. On ne changera pas le monde, Marie Darrieussecq, avec des bons sentiments. Mais les bons sentiments, on le sait, donnent souvent des mauvais livres. Enfin, écrire pour se donner bonne conscience, pour reprendre votre formule, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Moi, tout ce que je peux faire, c'est essayer de proposer un personnage, donc Rose en l'occurrence, qui, comme tous mes personnages, c'est moi si j'avais pas écrit. Donc c'est quelqu'un qui est un peu perdu. Si j'avais pas écrit, je serais complètement perdu dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui essaye de comprendre le monde sans ces incroyables outils de la création littéraire. Tous mes personnages sont comme ça et je me demande comment ils font. Et donc elle a une maladresse, une candeur et aussi une grande obstination, une grande force. Et elle sait pas. Elle n'a pas la tête politique, elle n'a pas été formée. Mais en même temps, quand vous allez à Calais, cet endroit qui est un des sommets de l'absurde où je suis allée à Calais, j'étais envoyée en reportage par Arte, qui est la station-service, la station Total de la zone industrielle de Calais. Donc c'est actuellement, enfin il y a encore quelques mois, je pense que ça n'a pas changé, c'était l'ultime point de passage vers l'Angleterre. Avec le Brexit, on va voir aussi ce que ça donne, avec les nouveaux contrôles. Bon. Oui, vous dites Calais, c'est le nom même de l'obstacle aussi. C'est l'obstacle, c'est le dernier obstacle. Et sur l'Everest, il y a le Rosseau Hillary, et pour le trajet des exilés, il y a Calais, c'est l'ultime obstacle. Et cet endroit est... Donc j'étais là la nuit, enfin voilà, comme n'importe quelle cliente, sauf qu'il y avait 200 personnes qui n'étaient pas des clients, qui étaient des gendarmes ou des gens qui essayaient de passer. Et c'était l'aboutissement de toutes les politiques qui essayent de se faire. Et donc, quand je dis que mon personnage Rose n'a pas la tête politique, de toute façon, même ceux qui essayent, souvent avec de bonnes intentions, de régler cette soi-disant crise, ça aboutit à cet endroit qui est un endroit, mais... un sommet c'est un délire collectif, en fait. C'est ces gendarmes qui n'en peuvent plus et ces migrants qui n'en peuvent plus et qui jouent au chat et la souris avec une espèce de... Il y a une forme de puérilité insensée de tous ces adultes qui savent très bien que tout ça ne rime à rien et une forme de désespoir, mais aussi de jeu. C'est très étrange. Parce que les uns comme les autres reviendront le lendemain. Mais bien sûr. C'est-à-dire, en gros, les personnes que j'ai interrogées qui cherchaient à passer disent qu'au bout de 6 mois, si on n'a pas réussi, il faut tenter d'autres endroits de la côte. Mais en gros, on met 6 mois. Au bout de 6 mois, on passe. On se met à 30 sur un camion. C'est l'enfer pour les camionneurs, hein. On se met à 30 sur un camion et il y en a un qui finit par passer. Mais on ne sait pas comment. Enfin, c'est là aussi que j'ai eu l'idée de la magie. Parce qu'elle est un peu sorcière, ma Rose, là, comme souvent mes personnages. Mais elle ne le sait pas très bien elle-même, mais elle a quelque chose dans les mains. En fait, parce que dans cette station Total, je me disais, la seule chose qui peut les aider, c'est d'être des passe-murailles. Je revenais vraiment à ce livre formidable, Passe-murailles, et je me disais, voilà, là, à cet endroit, il y a 7 grilles. C'est comme si les grilles se gardaient les unes les autres. L'entrée du tunnel, aussi sous la Manche, est gardée par 7 rangs de grilles. Et il n'y a plus que la magie. Enfin, poser les mains, passer. Mais je veux dire, on en vient à ça, c'est-à-dire il faut qu'ils passent les contrôles à la chaleur, les contrôles à l'oxygène, les miroirs, les ouvertures au hasard du camion, etc. Théoriquement, il n'y a aucune chance qu'ils passent, et pourtant ils passent. C'est très curieux. Eux-mêmes sont très superstitieux souvent. Enfin, on est au-delà de la foi. Beaucoup sont très croyants, mais en fait, ils sont passés à autre chose. Enfin, et vous l'êtes aussi dans la vraie vie, superstitieuse ? J'ai un rapport très prononcé aux fantômes, à l'irrationnel, mais ça vient de ma famille, de mes origines basques, etc. Mais c'est plutôt que c'est extrêmement romanesque. C'est un réservoir de romans formidables. Et ce trajet de tous ces jeunes hommes, je me suis plutôt intéressée aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. C'est encore une autre histoire, les femmes dans la migration. C'est des trajets de folie, quoi. Enfin, passer le Sahara, passer la Méditerranée, traverser la France ou l'Italie, ça dépend par où ils arrivent. Bon.
Ce petit mur de mer, là, la Manche, le Pas-de-Calais, pas de Calais, pas de quartier, quoi. Enfin, j'étais assaillie par les mots aussi. C'est plutôt ça ma magie. Enfin, je m'en sortais pas. Hein. Et puis, bon, il y a eu David Bowie. Vous disiez, Rose, elle n'est pas héroïque, mais parfois, elle fait des choses qui la dépassent elle-même. Et il y avait cette chanson, Bowie est mort malheureusement pendant que j'écrivais le livre, donc comme beaucoup de gens, j'ai réécouté ses chansons. We can be heroes just for one day. Nous pouvons être des héros juste une fois, juste pour un jour. En fait, c'est l'histoire du roman. Elle est héroïque une fois, quand elle va le chercher. Pourquoi ce titre, La mer à l'envers ? Ah, ça aussi, je voulais un titre très ouvert. J'étais avec Charles Frégé, qui est un très grand photographe, qui est aussi un ami. Et c'était il y a maintenant plusieurs années. Et il me disait, bon, t'en es où ? Dis-moi ton livre en une phrase. C'est toujours un très bon exercice. Et je lui dis, bah, tu vois, c'est La mer à l'envers. Ça m'est venu comme ça. Il m'a dit, ah, mais c'est le titre. On a toujours besoin d'être accompagné quand on écrit. Et je me suis dit, oui, c'est le titre, La mer à l'envers. Je ne sais même pas très bien moi-même ce que ça veut dire. Et inévitablement, on entend le jeu de mots sur la mer, la maternité. Elle est un petit peu à l'envers, cette maman-là. Je ne récuse pas le jeu de mots. Voilà. S'il est là, bah, c'est très bien. Elle est un peu à l'envers et elle adopte aussi son Younes et elle se rapproche de lui parce qu'il y a à l'origine cette ressemblance avec son fils, tel qu'elle le voit, mais aussi parce qu'elle commence à faire presque fêter corps pour sa cause à lui. Vous êtes allée à Niamey, au Niger, Marie Darrieussecq, d'où est originaire Younes, votre personnage. Vous êtes allée à Calais, ville par laquelle Younes va transiter puisqu'il espère gagner la Grande-Bretagne, ville de passage et de refoulement. Et vous êtes aussi aller sur un de ces gros bateaux de croisière qui ouvre le roman. C'est vraiment la rencontre de deux mondes dans La mer à l'envers. Deux mondes qui n'auraient pas dû se croiser. Celui du tourisme et du divertissement, de ces immeubles flottants, de ces paquebots monstres qui font le tour de la Méditerranée. Vu du Rafio, dans les yeux de Younes, ça donne « Quand j'ai vu votre bateau, je croyais que j'étais mort. Il était si tellement grand et éclairé, il ressemblait à une fusée. » Je me suis dit, soit c'est la mort, soit c'est de la science-fiction. C'est vrai que ces navires sont presque de la science-fiction. Qu'est-ce que ça dit du monde d'aujourd'hui ? Ce paquebot de croisière, c'est le pendant, le symétrique de la station Total. C'est-à-dire, c'est des bouts ultimes du capitalisme dans ce qu'il a de plus décomplexé, de plus désinhibé. Et qu'il faut absolument réguler, justement. Il faut absolument que ces bateaux de croisière arrêtent, en fait. Mais j'y suis allée. D'abord, c'était une très bonne excuse pour partir en vacances avec mes enfants sans rien faire et en me gobergeant. Mais c'est atroce. On ne peut pas être là-dessus sans avoir mauvaise conscience. Justement, en parlant de bonne conscience, c'est là que vraiment on est rattrapé par le monde dans ce qu'il a de plus... Oui, de plus sans vergogne, quoi. Et on est passé au large de Lampedusa. Et c'était maintenant, je pense que cette croisière, c'était en 2012. Et je me suis dit, où sont-ils ? Lampedusa, à l'époque, c'était le mot. J'avais même envie, à ce moment-là, d'appeler, j'ai souvent les titres d'abord, d'appeler le roman Costa Lampedusa. Costa étant un des croisiéristes. Et je me suis dit, ils sont où ? Pourquoi ils sont où ? Ils sont forcément là. C'est le même espace géographique, qui est tout petit, en fait. C'est vraiment pas grand, la Méditerranée. Et je me suis dit, c'est impossible que sur cette planète, on en soit arrivé à des extrêmes, aussi extrêmes, mais surtout coexistants dans le même espace si petit. C'est proprement scandaleux, au sens où le scandale est ce qui fait rupture. Le scandale, c'est le monstre. C'est monstrueux. Et le roman est né de ça aussi. C'est idiot, mais c'était une forme de choc géographique, vraiment. C'était le même espace. On était au large des côtes de Libye et voilà, au large de Lampedusa, tout près, en fait. Et puis, quelques miles après, c'était Stromboli, c'était ce volcan sublime, puis c'était tout le cinéma qui me revenait. C'était un monde de folie, en fait. Ça n'avait plus de sens. Alors, il fallait écrire. Voilà, c'est presque une mer qui marche sur la tête. Exactement. C'est effectivement une mer à l'envers, cette mer Méditerranée, parce qu'elle incarne aujourd'hui et sa manière de pouvoir embraser des mondes aussi différents. Son fils avait le cou tordu et les doigts crochetés sur l'écran de son téléphone à elle. Elle lui caressa le dos, qu'il se détende, qu'il regarde la mer et les migrants, la foule, le ciel bleu, le monde, qu'il lui dise ce qu'il en pense quelque chose, qu'il trouve, qu'il lui dise quoi faire et quoi penser. C'est aussi un roman sur l'indifférence que vous avez écrit, Marie Darrieussecq, un roman qui nous appelle à ouvrir juste un tout petit peu plus
Les yeux de la Méditerranée à Calais, un roman juste sur l'époque et une invitation à la solidarité. La mer à l'envers de Marie Darrieussecq. Vous êtes avec nous jusqu'à 12h30. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. For me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, yo soy el quebralé. Et nous voici avec 20 ans de moins. Clandestino, l'album et le titre phare de Manu Chao ressort pour cette date anniversaire avec 3 inédits et une reprise en duo avec Calypso Rose. Son dernier album à elle s'intitulait Far From Home. Elle a greffé sur ce titre des mots nouveaux évoquant elle aussi le départ des migrants vers l'Europe. France Culture, il est 12h19. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Tu dois changer ta vie, se répète Younes. Une phrase de Jedi dans Star Wars ou un vers de Rilke, c'est selon. Vous en avez rencontré, on le sent, on l'entend beaucoup des gamins ou des jeunes adultes comme lui, déterminés à changer leur vie. Une quête quand beaucoup d'autres en Occident, beaucoup d'entre nous tout simplement, semblent avoir renoncé. C'est le cas du mari de Rose dans ce roman, le vôtre, Marie Darrieussecq. Quand ils se sont rencontrés, son mari possédait un télescope, il voulait être astronome, il n'aura réussi qu'à faire un peu d'astrologie. Cette phrase qu'il se répète, Younes, tu dois changer ta vie, vous le dites, vous l'écrivez, c'est le monde qui aurait dû changer, pas sa vie à lui. En réalité, le monde est en train de changer, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est ce pressentiment qui vous a aussi inspiré ce roman, comme il vous avait inspiré votre précédent roman, Notre vie dans les forêts, Marie Darrieussecq. Mais aussi truisme. Enfin, je veux dire, de toute façon, depuis le début, je suis dépassée par les événements. Enfin, les événements vont plus vite que moi. Et j'essaye que l'écriture... je suis bien incapable de les devancer, mais j'essaye juste d'éclairer un tout petit peu le chemin. Enfin, c'est déjà une ambition énorme. En tout cas, tout ce que je peux dire... D'abord, je veux
Vous disiez, et je vous remercie, que c'était un roman pour lutter contre l'indifférence, mais je ne sais même pas si c'est ça. En fait, je veux surtout pas donner de leçons. Moi-même, je suis très désemparée. Je veux dire, je n'accueille par exemple personne chez moi, alors qu'il faudrait. Là, encore ce matin, j'ai reçu depuis Calais une demande de loger un jeune Érythréen. D'ailleurs, si quelqu'un m'écoute qui cherche un logement à Paris, contactez-moi par mon éditeur. Il a des papiers, il a du boulot, mais il n'a pas assez d'argent pour se loger à Paris. Il va prendre des études à l'INALCO. Donc, il faut évidemment aider tous ces gens. Moi, je ne le fais pas. Je me dis que j'ai pas la place, comme tous les Parisiens, quoi. Je me dis, donc, je suis la première à être désemparée. J'ai versé mon obol ici et là, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, tout ce que je peux faire, c'est à la fois très facile et très difficile, c'est écrire. Voilà. J'ai 50 ans, maintenant, je sais que j'y couperai pas. Enfin, c'est tout ce que je peux faire. Et je sais aussi que mon roman précédent, il vient directement de Calais, Notre vie dans les forêts. On dirait un roman de science-fiction. Hein. Je rappelle brièvement, c'est quelqu'un qui est réfugié sous des arbres face à un brasero, sous une bâche. Sauf qu'on est légèrement dans le futur. C'est une ville cauchemardesque et dystopique. Mais en fait, ça vient directement de Calais. C'était une vision à Calais. Enfin, c'est des visions qui vous restent dans la rétine, quoi. Et puis évidemment, vous, le soir, parce que vous êtes envoyé par Arte, que c'est passionnant de faire un reportage sur les migrants, vous rentrez à l'hôtel. C'est très étrange. Parce que les personnes à qui vous avez parlé 10 minutes avant, ils ne sont pas à l'hôtel. Ça fait une différence abyssale, au même endroit. Voilà, je crois que ça me pousse à écrire, c'est cette cassure, cette rupture, alors qu'on est exactement au même endroit. Il y a des endroits, Calais en est vraiment, hélas, un très bon exemple, qui sont cassés en deux. Et ensuite, même les Calaisiens eux-mêmes, c'est très intéressant de parler avec eux, ils sont eux-mêmes cassés en deux. Et c'est un endroit magique, mais peut-être d'une très triste magie. Hein. Je trouve que ce tunnel sous la Manche, il fait vraiment métaphore avec la station Total, avec le paquebot de quelque chose qu'on ne sait absolument pas faire, quoi. Enfin, comment habiter cette planète. C'est vraiment un roman sur comment habiter cette planète. Et c'est ce point commun que vous soulignez. Nous, les humains, ça c'est Rose qui parle sous votre plume, avons besoin d'un lit et d'une porte qui ferme, un domicile, une adresse sur la planète. Il y a ce point commun entre tous les hommes, finalement, cette nécessité d'être au monde, mais surtout de l'habiter. En 2016, vous aviez retraduit Virginia Woolf dans ce livre que vous avez d'ailleurs retitré, renommé « Un lieu à soi ». C'est ce lieu pour vivre, pour habiter, aussi peut-être pour vous ce lieu pour écrire. Vous l'avez trouvé ? Moi, oui, bien sûr. Je suis très gâtée. Et puis, j'ai eu la chance d'énormément voyager. Mon bilan carbone est mauvais, d'ailleurs. Mais j'ai vu à quel point, comme femme aussi, j'étais extraordinairement privilégiée sur cette planète. Alors, j'ai pas à renommer le livre. J'ai vraiment, à mon avis, correctement traduit. A room. Hein. A room, c'est une pièce, c'est pas une chambre. Et on entend aussi le sexisme inconscient, hein, mais d'avoir assigné Virginia Woolf à une chambre parce qu'elle est femme, alors qu'elle sait très bien jouer sur le mot bedroom, etc. Bon, la traduction me passionne aussi comme transfrontalière. Enfin, voilà, c'est vraiment l'exercice de passage le plus agréable à faire d'abord. Et puis, c'est magique, ça aussi, quoi, de donner à lire comme ça à travers les frontières. Mais la question d'habiter cette planète, je crois aussi que, pardon pour les hommes, mais en 2019, c'est une immense chance d'être une femme écrivaine. Parce qu'on est dans un lieu, en France, hein, ailleurs c'est parfois plus compliqué, mais on est dans un lieu du monde où c'est passionnant d'écrire parce que, étant née femme, et l'étant devenue, comme dirait Beauvoir, je sais à quel point ça a été difficile de trouver ma place et d'habiter ce monde. Et c'est une expérience donc d'avoir à négocier sans cesse avec le patriarcat, avec la domination. C'est une expérience qui donne une très grande richesse d'écriture, une très grande richesse romanesque. Et je suis absolument persuadée que ça donne une écoute déjà affûtée pour tous les gens qui connaissent la domination, hommes ou femmes, ou trans, ou je crois que c'est vraiment très difficile. J'admire des écrivains hommes aujourd'hui, blancs, parce que c'est pas facile. Et ils ont des choses à dire. Mais il faut qu'ils s'en emparent, quoi. Que vous receviez Jablonka, après, c'est passionnant sur reconstruire la masculinité. Et vous êtes habiter le monde comme homme blanc aujourd'hui, c'est du boulot. Et vous êtes cordialement invité à rester avec nous si vous le souhaitez. Cette altérité-là, dont il était aussi question dans Il faut beaucoup aimer les hommes, celle du masculin-féminin. Qu'est-ce qu'être une femme ? Effectivement, Yvan Jablonka, lui, s'interroge sur qu'est-ce qu'être un homme en 2019 et surtout comment être des hommes meilleurs, des mecs bien. Très bonne question, le mec bien, ouais. C'est le titre de son livre. Au
printemps dernier, vous avez aussi signé la nouvelle traduction des Chroniques d'un enfant du pays de James Baldwin chez Gallimard, un recueil de 55 publié en France pour la première fois en 73. Là, dans ces textes, James Baldwin s'interrogeait sur ce que c'est qu'être noir aux États-Unis, comment trouver sa place, sur sa jeunesse à Harlem et aussi sur la place d'un écrivain noir dans le milieu de l'édition et la littérature américaine. On l'écoute. De toute façon, dans le monde dans lequel on vit actuellement, les maisons d'édition américaines, pour la plupart, restent entre les mains des Blancs. Parce que l'économie est entre les mains des Blancs. Donc, le seul moyen d'être édité, c'est d'être édité par les Blancs. Mais c'est pas vrai que je suis lu surtout par les Blancs. C'est une idée, c'est les gens. Mais les Blancs américains ne se rendent pas compte de la vie des Noirs. Et ça veut dire, par exemple, qu'ils ne savent pas que les Noirs qui ne pouvaient pas acheter mes livres, par exemple, le volaient, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez retraduit ces mots de James Baldwin, ce texte de James Baldwin? Qu'est-ce que ça apporte à sa compréhension aujourd'hui? Et puis, question, je mets tout un peu ensemble parce qu'il nous reste peu de temps, mais quand on retraduit comme ça, on le fait avec des concepts d'aujourd'hui, on retraduit pour réactualiser aussi une pensée? C'est pour redonner à lire, inlassablement. Je l'avais fait pour Ovide. Ovide, ça fait 2000 ans. Donc, redonner à lire. Baldwin, c'est un écrivain majeur. Et c'est bien. Alors, vraiment, c'est un peu l'année Baldwin, je trouve. Et puis, il y a eu évidemment I'm Not Your Negro, le formidable documentaire. De Raoul Peck. Oui, de Raoul Peck. Et non, c'est merveilleux de passer 6 mois en compagnie d'un très grand auteur comme Baldwin. Je ne le connaissais pas si bien que ça. Il y a des difficultés de traduction, effectivement, pour aujourd'hui. Alors, il était aussi homosexuel. Donc, il est avec My Lover, qui est en anglais non-genré. Ça, c'est des difficultés de traduction formidables. Il dit « My lover » en 1955. Est-ce qu'en 2019, j'ai le droit de dire de façon affirmative « mon amant » C'est ce genre de questions que pose la traduction et je ne m'en lasse pas. J'aime énormément ça. Puis voilà, faire connaître mieux cet écrivain. J'ai oublié de dire une petite chose à indiquer à ceux qui nous écoutent, c'est que La mer à l'envers, votre nouveau roman, Marie Darrieussecq, qui paraît chez POL, est aussi un très beau portrait de femme, puisqu'on parlait de cette altérité-là tout à l'heure, cette altérité de genre. Un beau portrait de la femme de 40 ans, telle qu'elle peut être tiraillée, en proie à la fois au doute, et qui commence aussi à y voir un peu plus clair, à cerner certaines de ses convictions de ce qui peut aussi la mener sur le chemin de cette vie-là. Voilà, c'est pas qu'un roman qui prend à bras-le-corps la question des migrants, des réfugiés, mais c'est aussi ça. Oui, elle est en milieu de vie. Est-ce qu'elle va quitter son mari? Est-ce qu'elle va un petit peu arrêter de boire? Est-ce qu'elle se sent encore jeune? Enfin, des questions de magazine féminin, mais qui sont très importantes et que j'essaie de poser inlassablement avec les mots que je peux. Voilà. Comment réinventer le masculin après MeToo sera donc le thème de la deuxième partie de la Grande Table. Un grand merci à vous, Marie Darrieussecq. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.